Crime passionnel, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Luc Lahaye. Parfois, la vie peut être pire qu'un mauvais roman noir. C'est le cas pour la famille Lahaye, qui a vu son existence paisible et heureuse se briser une nuit de mars 2009. Luc, le père de famille, disparaît un jour sans explication. Et ce silence inquiète ses proches. Car cet ingénieur à la retraite passait le plus clair de son temps entouré de sa tribu, à s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants. Alors pourquoi cet homme ne donne-t-il plus aucune nouvelle ? La réponse, aussi terrible qu'insoupçonnable, dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. Nous sommes à Bruxelles au début du mois de mars 2009. Plus précisément à Uccle, un quartier bourgeois où sont installées les stars locales et les riches familles bruxelloises. C'est ici que vivent Violante et Luc Lahaye. Âgés de 56 ans pour lui et de 60 ans pour elle, ce couple uni depuis plus de 38 ans mène une vie quotidienne très discrète. Violante et Luc se connaissent depuis des années. Ils ont 4 enfants. Anne de Cortis, avocat des parties civiles. Qui sont universitaires pour la plupart, qui ont une vie tout à fait épanouie. Qui sont dans un milieu social plutôt haut de gamme. Bernard Dauchaud, avocat général au procès. Qui vivait dans un endroit huppé. C'est une famille assez aisée, surtout grâce à Luc qui gagne très bien sa vie. Jean-Pierre de Sterck, chroniqueur judiciaire à l'Avenir. Il est ingénieur commercial, il voyage assez souvent. C'est un couple et une famille qui fonctionnent. Sylvie Callois-Hert, avocat de la Défense. Et sans histoire, je dirais. Le pilier de la famille Lahaye, c'est Luc, un self-made man accompli qui, au terme d'une vie professionnelle bien remplie, consacre sa récente retraite à profiter de sa famille. Luc Lahaye était un type très intelligent, cultivé, dynamique. Il est plein d'idées, plein de ressources. De façon générale, il est admiré. Mon père s'est éduqué tout seul, il s'est construit tout seul, c'est un battant. Aline Lahaye, fille de Viola et Luc Lahaye. C'est un homme vraiment extraordinaire, ça a été encore, et ça l'est aujourd'hui, un modèle pour moi. Luc Lahaye, c'est un homme tranquille qui est particulièrement attiré par la famille. Ils ont déjà beaucoup de petits-enfants. Pour lui, c'est ça le point central de sa vie, ce sont ses petits-enfants. J'étais fan de mon grand-père. Je sais que c'est vraiment un homme que j'aimais beaucoup. Alexandra, petite fille de Viola et Luc Lahaye. Avec qui je m'entendais super bien. J'étais proche de lui, je le trouvais génial en tout point. Il était vraiment drôle et chouette. Aux côtés de Luc, il y a Violante, son épouse. Ils se sont mariés quand elle avait 22 ans. Violante, elle est d'origine allemande. Elle travaille auprès de la Commission européenne. Elle a un très bon poste dans cette délégation. Elle est une femme très active, qui ne reste pas 5 minutes sans rien faire. C'est une jolie femme qui est naturelle. Et c'est ça qui plaît chez les gens. Elle donne l'impression, en tous les cas, qu'elle n'a rien à cacher. On ne s'embêtait jamais avec ma mère, c'est impossible de s'embêter avec une femme pareille. C'était aussi une très jolie femme qui avait une présence et un charisme indéniables. Luc, il a toujours été fou amoureux de cette femme excentrique, un peu fantasque, qui l'a toujours fait un peu rêver. Mon père était fou de ma mère, ça je peux le dire. Il était fou d'elle, mais jusqu'au bout. Il était complètement accro et malade de cette femme depuis 30 ans.
Nous sommes le mercredi 4 mars 2009, en fin de journée. Luc est chez son fils Pierre. Entouré de sa belle-fille et de ses petits-enfants, Luc profite d'un de ces moments en famille qu'il apprécie tant, lorsque soudain, son téléphone vibre dans sa poche. Luc Lahaye est en train de prendre l'apéro chez son fils et de là, il reçoit un SMS de sa femme, un SMS particulièrement gentil, particulièrement aimable. Il reçoit un SMS de son épouse qui lui explique qu'elle lui a concocté un bon petit plat, le bon petit plat qu'il aime bien, sa salade à la vinaigrette. Sébastien Courtois, avocat des parties civiles. Et entendant cela, il part en trombe de chez son fils et il se rend chez lui, chez son épouse. C'est avec un certain enthousiasme qu'il arrive chez eux. Le lendemain matin, la journée commence par une suite de nouvelles déconcertantes, des nouvelles qui marquent le début d'une incroyable affaire. Violante Toschleitner et Luc Lahaye sont censés aller manger chez leur fille Patricia. Cette fille reçoit un SMS de l'appareil de son père où il dit « Désolé pour ce soir, mais je dois partir à tout prix à l'étranger. Je prends le train pour le Luxembourg. Et je ne pourrai pas être là ce soir, pardonne-moi, je t'expliquerai. » Violante arrive donc seule chez Patricia, et Patricia n'est évidemment pas très contente du fait que son père n'est pas là, parce qu'elle se faisait une fête de recevoir le couple. Normalement, le papa n'aurait jamais raté ce repas. Or, la rebelote, nouveau texto. Et la fille du couple est étonnée par ce message, parce qu'il avait horreur des transports en commun. Or, le message indique qu'il va en train. Et ça leur paraît surprenant, parce que chaque fois qu'il a des voyages, il les fait en voiture. La fille de Luc est violente et troublée par l'attitude inhabituelle de son père. Ce comportement ne lui ressemble pas. Mais sa mère la rassure. En effet, explique-t-elle, ces derniers temps, Luc s'absente de temps en temps pour acheter du matériel pour les travaux de leur maison, et cela n'a rien d'anormal. Elle aurait aussi, elle, reçu des messages de lui, de son téléphone. Elle les rassure effectivement en disant « Moi j'ai des nouvelles et voilà, il est au Luxembourg et tout va bien ». Mais les heures passent et Luc ne se manifeste toujours pas. On essaye de le joindre, mais on tombe systématiquement sur la messagerie, ça ne répond jamais. Le lendemain, Luc se manifeste enfin. Mais loin de rassurer ses enfants, les messages qu'ils reçoivent les troublent encore plus. Patricia reçoit un SMS particulièrement étrange de son père, particulièrement étrange parce qu'il est criblé de fautes d'orthographe. Fautes d'orthographe que son père ne fait jamais. Elles savent que ce n'est pas le papa qui envoie les SMS et que donc il s'est passé quelque chose de grave. Et donc il n'y a plus qu'une seule solution pour les enfants, c'est se rendre au commissariat de police pour signaler la disparition inquiétante de leur père. La police d'Auderghem va réagir immédiatement. Anne de Cortis, avocat des parties civiles. Et il va commencer par faire une visite domiciliaire et interroger Violante Toschleitner. Lorsqu'ils arrivent au domicile du couple, ils sont accueillis par une Violante très sereine qui ne partage pas du tout les inquiétudes de ses enfants. Elle dira « Rassurez-vous, je l'ai appelé, je l'ai encore eu au téléphone il n'y a pas longtemps, il va bien, bientôt, il sera de nouveau parmi nous. » Violante qui leur décrit un couple qui va bien, que monsieur est certainement sorti, est allé sans doute boire un verre, il n'est pas rentré, mais enfin qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout le monde est rassuré. Il n'est rien arrivé à papa. Maman l'a encore eu au téléphone très récemment, donc il devrait revenir. À ce stade de l'histoire, il semble que les enfants de Luc se soient inquiétés pour rien. Enfin rassurés,
chacun rentre chez soi. Seulement, le lendemain, il est toujours pas là. L'affaire prend alors une nouvelle ampleur. Car si Luc peut parfois se dispenser de tenir ses enfants au courant de ses faits et gestes, il y a une personne qu'il ne laisse jamais sans nouvelles. Cette fois, c'est la maman de Luc Lahaye qui commence à s'inquiéter parce que son fils ne l'a pas appelé. Or, il l'appelle tous les jours il appelle sa maman. Et là, il ne l'a pas appelé depuis 2 jours. Je pense que c'est mercredi, ma grand-mère s'étonne de ne pas l'avoir eu en ligne. Ça paraît bête, mais je ne trouve pas ça normal. Aline Lahaye, fille de Viola et Luc Lahaye. C'est quelque chose qui se met dans mon cerveau, mais encore en attente. Pour la famille Lahaye, plus question de rester sans rien faire. Si Luc ne répond même plus à sa mère, il est vraiment temps d'agir. À ce moment-là, les enfants décident de conjuguer leurs efforts à ceux de la police et vont placer aux 4 coins de la commune et des municipalités avoisinantes des avis de disparition. Et même Violante, qui jusque-là refusait de s'alarmer, admet que quelque chose de grave est en train de se passer. Elle accompagne donc ses enfants dans leurs recherches. Violante Auclaitner, avec beaucoup de volonté, elle va participer aux campagnes d'affichage avec ses enfants en disant qu'il faut faire le maximum. Jean-Pierre de Sterck, chroniqueur judiciaire à l'Avenir. C'est elle qui donne du moral à l'équipe pour pouvoir mettre tout en œuvre pour le retrouver. Et elle allait demander dans tous les endroits qui étaient fréquentés par son mari, « Mon mari n'est pas là, c'est un gros malheur, en savez-vous plus ?» Alors que toute la famille recherche Luc, un nouvel élément va plonger ses enfants dans la confusion. 3 jours après sa disparition, il se manifeste une fois de plus par message. Mais là encore, quelque chose ne va pas. Il y a des SMS qui sont envoyés par le téléphone de Luc. Ça interpelle les filles parce que, d'abord, il y a des fautes d'orthographe. Sylvie Calwaert, avocat de la défense. Ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes. Il avait une orthographe assez parfaite, donc déjà ça les intrigue. Les SMS, j'avais dit à ma sœur, c'est pas papa qui écrit comme ça. Pour Aline et sa famille, on passe de l'inquiétude à la panique. Car il apparaît soudain que quelqu'un cherche à maquiller l'absence de Luc Lahaye. Mais le pire reste à venir, car à la lecture de ces fameux textos, les enfants du couple Lahaye sentent leur sang se glacer. À ce moment-là, les enfants, aussi fous que ça puisse leur paraître, commencent à se demander « Mais est-ce que maman ne serait pas liée à tout ça ?» Sébastien Courtois, avocat des parties civiles. Maman est d'expression allemande, elle est germanophone. Ils ne reconnaissent pas du tout le style de leur père. Par contre, ils pensent reconnaître le style de leur mère. Pour Aline et les autres enfants du couple, il semble alors évident que Violante en sait plus qu'elle ne le dit. Évidemment que mon père n'était pas au Luxembourg. Évidemment qu'il nous aurait donné des nouvelles et qu'il n'aurait jamais communiqué par SMS. Je commence à paniquer, en fait. Alors que le mystère s'épaissit, le travail des policiers sème un peu plus le doute sur les événements de ces 3 derniers jours. Les suspicions vont naître à ce moment-là et la police va s'intéresser à la téléphonie. Elle n'a jamais essayé de prendre contact avec son mari, au contraire. Luc Carels, commissaire de police judiciaire. On a vu que les 2 GSM, le GSM de Violante et le GSM de Luc Lahaye, étaient au même endroit. Et si le téléphone de Luc Lahaye n'a jamais dépassé la zone du domicile conjugal, ça veut dire que Luc Lahaye n'est jamais parti. Que donc la thèse que Violante soutient depuis le début, à savoir que Luc est parti au Luxembourg, ne tient pas la route. Le GSM de Luc n'a jamais quitté celui de Violante. À ce moment-là, on décide qu'il est temps d'interroger à la sévère, à la rigoureuse, Madame Auclaitner.
Violante est entendue des heures durant. Mais malgré la pression des policiers, l'épouse du disparu n'a aucune réponse claire à apporter. Alors, comme la loi belge le permet, la juge d'instruction décide de la placer en détention dans l'attente de nouveaux éléments. Elle va maintenir une version tout à fait calme en disant qu'elle ne sait pas où est son mari. Pour elle, il est sorti, il n'est pas encore revenu. À ce stade de l'affaire, les enquêteurs sont dans une impasse. Luc s'est évanoui dans la nature sans laisser de traces. Sa voiture n'a pas bougé, son téléphone non plus, et ils n'ont désormais aucune piste à suivre. Mais alors que Violante est toujours entendue par les enquêteurs, sans jamais varier dans ses déclarations, un événement très inquiétant va tout bouleverser. Une promeneuse va trouver la mallette de Luc Lahaye. On va retrouver l'attaché-caisse de Luc derrière une haie à Ouderghem, pas très loin du domicile de la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants ont directement expliqué aux enquêteurs qu'ils ne se déplaçaient jamais sans. Et que donc, si cette mallette était là, c'est qu'ils n'étaient pas partis. Pour les policiers, le fait de retrouver des affaires qui appartiennent à une personne disparue est un indice capital. Mais dans ce cas précis, pour les proches de Luc, c'est beaucoup plus grave que cela. Ce qui paraît anodin pour certains, pour nous, ça ne l'était pas du tout, parce qu'il faut savoir que mon père ne se séparait, mais jamais, jamais, jamais de sa mallette. Il l'avait toujours contre lui, avec lui. Et donc, nous avons compris à ce moment-là que c'était terminé, en fait, que mon père était mort. Ça, c'est le plus dur, c'est la mallette. Mais il y a deux choses que je ne supporte pas avec la mort de mon père. Aline Lahaye, fille de Viola et Luc Lahaye. C'est la première, c'est cette mallette. Parce que j'ai vu ma sœur, ma jeune sœur, se liquéfier quand elle a vu ça. Et là, on a compris toutes les deux. On savait maintenant qu'il fallait retrouver notre papa, en fait, le corps de notre papa. À l'annonce de la découverte de cette mallette, la nouvelle se répand dans la famille comme une traînée de poudre. Alexandra, la fille d'Aline, âgée de 8 ans à l'époque, se souvient de ce jour si particulier. Moi, je me souviens que ma maman m'avait dit que papy avait disparu. Et je me rappelle que j'avais eu un choc, j'avais vraiment paniqué parce que je pensais qu'il était tombé dans un trou dans la forêt. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça, mais c'était vraiment mon angoisse. Alexandra, petite fille de Viola et Luc Lahaye. Et donc je suis allée dans ma chambre et je me disais, mais enfin, il va passer la nuit dehors et qu'est-ce qui va se passer si on le retrouve pas et qu'il est vraiment coincé, il faut qu'on aille l'aider, etc. C'est vraiment la pensée que j'avais et ça, je m'en souviens encore aujourd'hui, de l'image que j'avais à l'époque de lui dans ce trou dans la forêt. Alors que toute la famille est désormais dans la tourmente, Pierre, le frère d'Aline, va lui aussi avoir une terrible intuition. Le fils du couple se souvient tout à coup des menaces pendant la vie commune. Anne de Cortis, avocat des parties civiles. Quand ils étaient plus jeunes, de Violante qui disait toujours à son mari « Je vais te mettre dans la citerne de la maison ». Ce qui fait référence à une ancienne maison qui était la possession du couple Lahaye-Hochleitner, maison qui contenait une citerne. Et cette maison se trouve dans la forêt du Rouge-Cloître. C'est mon frère qui s'est souvenu de notre enfance et du fait qu'on allait promener dans les bois et qui a eu comme une illumination et qui s'est dit je vais aller d'abord voir l'ancienne maison, on ne sait jamais.
Il appelle son beau-frère et ensemble, ils vont sonner à leur ancienne maison. Ils réveillent le nouveau propriétaire. Ils lui demandent s'ils peuvent aller jeter un coup d'œil à la citerne. Évidemment, le corps de Luc Lahaye ne s'y trouve pas. Et c'est presque soulagé qu'il s'apprête à repartir vers le centre de Bruxelles. Mais quelques instants plus tard, les deux hommes se figent. Ils tombent nez à nez avec un sac très volumineux qui se trouve là, sur le bas-côté d'une allée. Ce seront non seulement des vêtements qui sortiront, mais très vite également Sébastien Courtois, avocat des parties civiles. des morceaux de corps humains, des pieds, des mains et une tête décapitée. Et là, le fils s'écrie « C'est papa » et tombe à genoux et tombe en pleurs, à la fois de terreur et de désespoir. C'est fini d'espérer. Malheureusement, leur prémonition qu'ils avaient depuis le début était la bonne. Papa a été tué. Effectivement, il avait raison, puisque mon frère a retrouvé mon père, si on peut dire ça comme ça, dans la forêt, dans des conditions assez tristes finalement, pour un fils de retrouver son père comme ça. Évidemment, il prévient immédiatement la police, donc c'est le branle-bas de combat. Une juge d'instruction descend sur les lieux avec le parquet. En arrivant, on voit effectivement des sacs poubelles avec un soulier qui est visible, une veste. Luc Carels, commissaire de police judiciaire. C'est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. C'était vraiment quelque chose de bizarre, je vais dire. On retrouve quand même un cadavre qui est découpé en plusieurs morceaux, 9 je crois, au rouge cloître. Bernard Dochot, avocat général au procès. Tout le monde va se promener, va courir là-bas, va faire du jogging, va se balader en famille. Hein. C'est pas l'endroit où on peut s'attendre à trouver un morceau de cadavre dans un sac poubelle. Désormais, il n'est plus question de disparition. Luc a été assassiné et quelqu'un s'est débarrassé de son corps de la pire des façons. Toute la famille est sous le choc. On était tous dans le salon et ma maman et mon papa nous ont expliqué que papy était mort. Et je me souviens que c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Ma maman, ça faisait déjà quelques jours qu'elle pleurait et que je la voyais pleurer, donc j'avais l'habitude, entre guillemets. Et là, de voir mon père pleurer, ça m'avait fait un vrai choc. Et c'était vraiment une ambiance un peu horrible. Maintenant que le corps de Luc a été retrouvé, les policiers reprennent à zéro ce qui est désormais une enquête pour meurtre. Pour commencer, ils font une perquisition au domicile de Violante et de Luc. On est immédiatement retourné à la maison de Violante avec le labo et on a fait une perquisition profonde. Une perquisition avec tous les services compétents, le chien à pisteur, le labo, les empreintes et l'ADN. Et là, le labo a retrouvé des traces de sang dans le garage, dans la chambre à coucher. On découvre que le sol et les murs ont été nettoyés à divers endroits, mais on trouve des traces de sang dans le garage, dans la cave. On trouve une boîte de munitions dans la chambre de Madame Oschleitner. On a retrouvé les mêmes sacs de poubelle comme utilisés pour déposer le corps de Luc Lahaye. On retrouve également, très curieusement, une boîte d'une scie électrique qui va évidemment tout de suite interpeller les policiers. On va enquêter sur cette scie électrique. On voit qu'elle a été achetée dans les heures qui ont succédé la disparition de M. Lahaye. Et tout cela fera que l'étau va se refermer sur Mme Oschleitner. Pour les policiers, il devient urgent d'obtenir des explications de Violante. Et alors qu'ils réfléchissent aux moyens de lui faire avouer la vérité,
ils sont pris de court par leur suspecte elle-même, qui demande à les revoir pour leur livrer une nouvelle version. Elle va demander à être réentendue et elle commence son audition en disant qu'il faut oublier tout ce qu'elle a dit jusqu'ici. La version que Violante Hochleitner a donnée, c'est effectivement qu'en rentrant à la maison après qu'elle a fait des courses, elle a retrouvé son mari dans la buanderie avec une sac en plastique au-dessus de la tête, avec la carabine juste à côté de lui. Une des hypothèses qui pourrait être nourrie est que Luc Lahaye est revenu du Luxembourg avec sa mallette remplie d'argent, qu'il s'est fait agresser et qu'on lui a dérobé son argent et qu'on s'est débarrassé de la mallette. Son mari qui a été tué par qui? La CIA, le KGB, on ne sait pas. Mais si la version d'un crime crapuleux contre Luc peut être entendue, il reste à comprendre le comportement de Violante après la découverte du corps. La vérité, c'est qu'elle est tombée sur le cadavre de son mari et qu'alors elle a paniqué car elle a craint qu'on la soupçonne du meurtre de Luc Lahaye. Anne de Cortis, avocat des parties civiles. Et que donc, elle a inventé tout ce nouveau scénario, mais qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre. Elle explique qu'elle trouve le corps, qu'elle veut pas que les enfants le voient mort et que du coup, elle le découpe. Sylvie Calwaert, avocat de la défense. Elle explique qu'elle ne sait pas de quoi il est mort. Voilà, c'est très spécial cette version qui ne ressemble à rien. Elle se lance dans une explication qui est une explication tout à fait abracadabrante. Qu'elle ait éventuellement découvert le corps de son mari et que, prise de panique, elle l'ait vite été le cacher dans la buanderie, ce serait déjà assez extraordinaire, mais on pourrait à la limite encore le comprendre. Mais aller jusqu'à découper d'une façon particulièrement féroce et barbare ce corps pour s'en débarrasser alors qu'elle n'aurait rien à se reprocher, ceci semble quand même difficile à croire. La police va interroger les enfants à la recherche d'ennemis potentiels qui lui en voudraient suffisamment pour le tuer. Et les enfants vont répondre « Mais nous ne connaissons qu'un ennemi à notre père. C'est un homme paisible, qui ne fréquentait pas de personnes dangereuses, qui ne fréquentait pas le milieu. » Cette nouvelle version de Violante laisse les policiers très perplexes. Il apparaît évident que Luc a été tué chez lui et que sa femme n'est pas étrangère à ce crime. Mais jusque-là, Violante maintient sa version. Elle ne sait pas qui a tué Luc. Et c'est aux enquêteurs de répondre à cette question. Pour comprendre ce qui a pu entraîner ce couple si paisible, marié depuis 38 ans, dans un drame aussi tragique, les policiers se lancent dans une enquête de personnalité approfondie. Et ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir. Dès leurs premières investigations, ils découvrent une Violante beaucoup moins sage qu'il n'y paraît. On va découvrir une personnalité terriblement narcissique, terriblement séductrice, j'ai envie de dire allumeuse. Aussi une femme qui portait, pour son âge, des jupes beaucoup trop courtes, avec des bottes, et comme même une femme qui pensait qu'elle avait encore 20 ou 30 ans. Les policiers découvrent alors un aspect du passé du couple qui va se révéler décisif. Dans les années 90, Violante, qui travaille pour l'ambassade d'Allemagne, accepte une mutation qui va avoir sur elle une influence inattendue. Elle est partie pour le Burkina Faso pour travailler pour l'ambassade. Luc Carels, commissaire de police judiciaire. Et là, elle a eu la vie africaine, je vais dire. Et en retournant en Belgique, elle voulait continuer à voir cette vie-là. Elle va découvrir l'Afrique, elle va en tomber amoureuse. Jean-Pierre de Sterck, chroniqueur judiciaire à l'Avenir. Et elle aura des amants africains. Elle va être confrontée, elle va ressentir
une attirance qui la suivra toujours. Bernard Dauchaud, avocat général au procès. Même plus qu'une attirance à l'égard d'hommes d'origine subsaharienne. Elle continuera, selon les témoignages de ses amis, Sébastien Courtois, avocat des parties civiles. à frénétiquement rechercher la présence d'Africains et d'amants africains. Effectivement, ma mère a toujours, à ce moment-là, elle était très attirée par l'Afrique, probablement parce que c'est un côté très sympathique. Voilà, ma mère, elle avait besoin et envie de ça. Aline Lahaye, fille de Viola et Luc Lahaye. C'est comme si elle réalisait qu'elle allait vieillir et qu'elle voulait pas de cette vie, en fait, de grand-mère, d'un homme qui était plus âgé, qui était très famille. Elle voulait s'amuser, rigoler. Ma mère, quoi. Les différents témoignages se succèdent et tous concordent. Violante est loin d'être la sage grand-mère qu'on imagine. Violante Hochleitner était une femme qui aimait sortir dans le quartier africain à Bruxelles. Et c'était pas une fois par mois, c'était vraiment très souvent qu'elle partait. Une habituée des restaurants, une habituée des cafés, des bars, des salles et également des arrière-salles, surtout de ces établissements. Elle partait dans les toilettes pour avoir des relations sexuelles même. Et presque tout le monde était au courant de ce fait-là. Elle n'avait aucune gêne sur ce point-là. Disparaissait dans les toilettes et revenait quelques minutes plus tard avec des illuminations dans les yeux. Bon, c'est pas un témoignage isolé, c'est un ensemble de témoignages. Les policiers sont donc amenés à se poser logiquement la question, cette vie dissolue de Violante pourrait-elle avoir un lien avec le meurtre de Luc Lahaye ? Et alors on se demande s'il n'y a pas un amant, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait expliquer que le mari soit devenu gênant, qu'il soit devenu surnuméraire et qu'il faille s'en débarrasser. Quel est le meilleur moyen pour le savoir ? Eh bien, on va analyser la téléphonie et plus particulièrement les textos. Et rapidement, les intuitions des policiers se confirment. On apprend avec la téléphonie que Violante entretient une relation sentimentale avec un certain monsieur Bob. Une question essentielle se pose désormais. Qui est ce fameux monsieur Bob ? C'était une personne refuge pour elle parce que c'était quelqu'un de plus jeune déjà, qui lui faisait sentir qu'elle était belle, qui lui faisait sentir qu'elle était attirante, qui était quelqu'un de gentil, clairement. Sylvie Calwaert, avocat de la défense. Et qui lui montrait beaucoup d'affection, donc je pense que c'est tout ce que Violante recherchait. Les policiers écument les lieux fréquentés par ce mystérieux personnage et très vite, un portrait se dessine. On leur décrit un homme de la nuit, âgé d'une trentaine d'années, en couple avec une très jeune femme. Ce qui ne l'empêche pas d'enchaîner les conquêtes féminines et à l'occasion avec des femmes fortunées, quel que soit leur âge. On se demande si cet amant, si ce Bob ne serait pas lié à cet assassinat. Bob a été auditionné 2 fois. Là, il a effectivement dit qu'ils avaient toujours une relation. L'enquête va également mettre à jour un SMS que Violante envoie à son amant Bob. Anne de Cortis, avocat des parties civiles. Qui lui dit « Mon mari a disparu. Si les policiers t'interrogent, dis-leur bien qu'on ne se voit plus depuis des mois. Et détruis cet SMS dès que tu le reçois. » Ce message que l'amant fait lire aux enquêteurs est pour eux sans équivoque. À leurs yeux, Violante apparaît de plus en plus suspecte. Et à ce moment-là, on était vraiment convaincus que Violante pouvait être l'auteur du meurtre. Si pour les policiers, il est clair que Violante leur cache la vérité, ils n'ont aucun moyen de l'obliger à dire ce qu'ils veulent savoir. Mais alors qu'elle est toujours en détention,
un événement extérieur à l'enquête va provoquer un incroyable rebondissement. Donc le 13 mars, elle est en prison, à la prison pour femmes de Berkendal. Et c'est sa plus jeune fille qui va venir lui rendre visite. Et là, parce qu'elle sait que sa mère sait quelque chose qu'elle ne dit pas, elle la supplie de leur dire ce qui est arrivé à son papa. Et à ce moment-là, violente, elle va prendre les mains de sa fille entre les siennes et elle va lui dire « Ma fille, c'est moi qui ai tué ton père ». C'est un nouveau volet de cette affaire hors norme qui s'ouvre alors. Après la version du voyage au Luxembourg, puis celle du meurtre mystérieux par des assassins invisibles, Violante va maintenant raconter une toute autre histoire. Elle va venir avec une troisième version. Eh bien oui, écoutez, c'était moi, je l'ai tué, mais si je l'ai tué, vous savez, c'est parce que j'étais moi-même en grand péril et en grand danger. Il était violent. Luc Lahaye pouvait être sévère. Jean-Pierre de Sterck, chroniqueur judiciaire à l'Avenir. Pouvait être violent. Hochleitner l'a dit à plusieurs reprises qu'il la battait, qu'il la frappait. Ce soir-là, en plus, il a eu des mots particulièrement blessants pour les enfants. Je n'ai pas supporté ça. J'ai eu peur. Dans un premier temps, j'ai eu tellement peur que je suis allé me cacher sous le lit. Et j'ai attendu qu'il aille dormir pour que la menace disparaisse. Et à ce moment-là, j'ai enfin osé quitter le lit sous lequel je m'étais caché. Et je n'avais plus qu'une seule envie, c'était d'en finir avec cette vie qui m'était trop douloureuse et de me suicider. J'ai d'ailleurs pris la 22 long, je l'ai mis sous mon menton. Elle trouve pas le courage. Elle trouve pas le courage de le faire. Et puis je pense qu'il y a aussi à un moment une sorte de colère de dire mais pourquoi moi? Il n'y a pas de raison. Et je me suis dit que si ce n'était par le suicide, la seule façon que j'avais encore d'enfin en finir avec cette vie de femme battue, c'était de terminer la vie de mon tourmenteur et de mon bourreau. Sébastien Courtois, avocat des parties civiles. Et oui, je vous l'avoue, j'ai tué mon mari, mais je l'ai tué pour mettre fin à l'existence ignoble qu'il me faisait vivre. Elle me dit, j'avais pas le choix. J'ai pas pu faire autrement. Dans son esprit, c'était lui ou moi. Pour Aline, c'est le choc. Ses pires craintes se confirment. Mes craintes étaient fondées, malheureusement. Je ne savais pas encore comment. Aline Lahaye, fille de Viola et Luc Lahaye. Vraiment pourquoi, mais c'était une évidence que ma mère avait fait du mal à mon père, en fait. Violante raconte alors en détail ce qui s'est passé lors de cette terrible nuit. Peu à peu, on a compris ce qui s'est passé avec ma mère et qu'elle a assassiné mon père la nuit du 4 au 5 mars, d'une balle dans la tête. Elle va attendre qu'il monte à l'étage et aille se coucher. Une fois qu'il est couché et presque endormi, elle va se munir d'une carabine qui était dans la maison. Donc il est couché sur le ventre, la tête un peu dans l'oreiller en fait. Donc sans le regarder, parce que c'est quelque chose qui est important évidemment, sans le regarder, elle va prendre la décision de tirer un coup de feu dans la tête de son mari. Elle a descendu le corps vers le garage. Luc Carels, commissaire de police judiciaire. Où elle a laissé le corps. Elle a raconté qu'elle a mis un sac en plastique au-dessus de sa tête pour empêcher que le sang était partout. Dans la salle d'interrogatoire, Violante continue son récit. Et ni les policiers, ni ses avocats n'auraient imaginé qu'elle ait pu faire preuve d'un tel sang-froid. Puis ensuite, elle
Elle réfléchit, qu'est-ce que je vais faire? Et elle prend la décision horrible, quelque part, d'aller acheter une scie électrique. Elle rentre à la maison avec sa scie électrique et elle entreprend, elle dépose des bâches et elle entreprend de découper son mari. De découper son mari en morceaux pour pouvoir le déplacer le corps. Elle a découpé son mari en morceaux, en commençant avec la tête, les bras, les jambes, tout ça. Et elle me dit, je découpe, et je découpe à hauteur du genou. Et à un certain moment, elle a même déclaré à nous que c'était vraiment très facile avec la scie électrique pour découper quelqu'un. C'était pour nous aussi une surprise qu'elle a osé de dire ça. Après, elle a jeté le coussin, elle a tourné même le matelas pour éviter que les taches de sang étaient visibles pour n'importe qui pouvait entrer dans la chambre de son mari, ou même pour nous. Dont elle dépose finalement ces sacs poubelles qui contiennent les morceaux de son mari dans un parc public est encore pour moi un signe de... Sylvie Calwaert, avocat de la défense. Pas de démence, mais presque. De total bouleversement de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Les policiers écoutent le récit glaçant de Violante. Et si sur la façon dont elle aurait agi, tout paraît crédible, sur les raisons de son geste, en revanche, ils ont de sérieux doutes. L'idée qu'effectivement, elle a tué son mari pour se défendre, parce que lui était violent, qu'il avait bu et tout ça, ça, on peut dire que c'est certainement pas le cas. Suite aux analyses toxicologiques, en outre, qui n'avaient pas de l'alcool dans son sang. Alors les policiers veulent en savoir plus. Si pendant 38 ans, Luc a été un mari violent avec sa femme, il en existe forcément des traces. Les enquêteurs vont faire la tournée de tous les hôpitaux, de tous les dossiers médicaux, de tous les médecins traitants de Madame Hochleitner. Il n'y a pas au dossier Bernard Dauchaud, avocat général au procès. de plainte déposée par Violante Hochleitner du chef de violence conjugale. Pas une seule. Pas une seule. Personne ne confirme la violence de Monsieur Lahaye. Ni les enfants, ni les amis, ni les connaissances, ni les voisins. Personne. Si ma mère dit ça, c'est probablement pour se trouver des excuses parce qu'il n'y en avait pas en fait. Mon père n'était pas du tout violent avec ma mère. Non seulement tout indique que la version d'un Luc violent ne tient pas, mais en plus, l'enquête met à jour certains éléments qui ne collent pas du tout avec l'état de terreur que décrit la suspecte. Dans la nuit du 4 au 5 mars, alors qu'elle prétend qu'elle est terrée sous le lit de Luc tellement elle a peur de lui, Anne de Cortis, avocat des parties civiles. en réalité, on va se rendre compte qu'elle va virer 9 200 € du compte commun du couple sur son propre compte. Elle va interroger son compte en permanence pour voir si le virement est bien arrivé sur son compte. Selon elle, elle a tué son mari vers 4 heures le matin. On voit les transactions déjà à 2 heures le matin, jusque 5-6 heures après. Alors, à ce moment-là, on peut dire qu'effectivement, Violante était en train de vérifier les comptes, de transférer l'argent et au milieu de toutes ces transactions, elle a tué son mari. Ça, on peut être sûr certain. Le corps de Luc Lahaye est encore chaud, qu'elle manipule son ordinateur et qu'elle se fait virement, je crois, de l'ordre de 9 000 € chacun. Donc en clair, elle a essayé de vider son compte. Elle n'était pas assaillie par le scrupule ni par leur mort. La première chose qu'elle fait, c'est d'essayer de vider son compte. Pour les enquêteurs, il devient évident que l'argent pourrait être le mobile. C'est quelqu'un qui dépense sans s'en rendre compte, sans vraiment compter. Elle aime avoir de l'argent, elle aime dépenser de l'argent parce que ça lui procure une satisfaction. Madame Hochleitner, c'est quelqu'un qui est dans l'instant, sa satisfaction personnelle. Sa satisfaction personnelle, à l'époque, vous savez ce qu'il en était sur le plan sexuel et également sur le plan pécuniaire. Madame Hochleitner, qui avait touché un solide pactole lors de la vente d'une précédente maison du couple,
Sébastien Courtois, avocat des parties civiles. A dilapidé totalement cette somme. Elle n'a plus 1 euro, même pire, elle est criblée de dettes. Pour les policiers belges, la version de la pauvre violente, terrorisée par un mari brutal, laisse place à une autre hypothèse. Son grand plan, en réalité, c'est de pouvoir repartir en Afrique, pouvoir s'acheter une maison et de mener la grande vie en Afrique avec son amant Bob. Les enquêteurs font le lien. Madame n'a plus d'argent, elle est criblée de dettes. Pour continuer à pouvoir bénéficier des faveurs sexuelles de Bob, il lui faut beaucoup d'argent. Vous savez, on dit souvent, un homme tue une femme pour la garder et une femme tue un homme pour partir. Et je crois qu'on est précisément dans ce cas de figure-là. C'était pour elle la seule issue. Le 20 novembre 2011, 2 ans après le meurtre de Luc Lahaye, le procès de Violante s'ouvre au palais de justice de Bruxelles dans une ambiance très particulière. Quand le procès s'ouvre, il y a les enfants et surtout les filles qui sont vraiment déchirées. Jean-Pierre de Sterck, chroniqueur judiciaire à l'Avenir. Partagées, qui se sentent proches de leur mère et qui en même temps la détestent pour ce qu'elle a fait. On est vraiment un petit bloc en fait, avec nous 4, et on doit affronter cette femme qui est notre mère et qui nous l'a arrachée dans des conditions atroces, dans un décorum qui est absolument effrayant. Aline Lahaye, fille de Viola et Luc Lahaye. Puisqu'il y a ces gens autour qu'on ne connaît pas. Voilà, elle est très belle, elle est là dans sa boîte en verre, mais c'était ma mère, mais je ne l'ai pas reconnue. J'ai pas reconnu son regard. Elle était plus avec nous, elle était dans un autre monde, et j'ai eu comme un froid en moi, un vrai malaise. Même la couleur de sa peau n'était plus la même, elle n'était plus elle en fait. Dès qu'on lui donne la parole, Violante maintient sa version sur la terrible nuit du 4 mars 2009. Elle raconte comment, terrorisée par un mari ivre de colère et d'alcool, elle s'est cachée pour se protéger avant de se résoudre à le tuer pour sauver sa peau. Mais dès que l'accusation présente à l'audience les photos prises pendant les reconstitutions, les arguments de Violante sont mis à mal. Le juge lui dit « Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous nous montrer comment vous vous êtes cachée cette nuit-là » Et le problème qu'il y a, c'est que quand elle essaye de se cacher sous le lit, il n'y a pas la place. Il n'y a pas moyen de se cacher sous le lit. Et on voyait les photos où cette dame essayait avec l'énergie du désespoir, en ripant sa peau, de se glisser sous le lit, et qu'elle restait avec les 9/10 de son corps en dehors du lit, que c'était totalement impossible. Puis, Violante évoque sa pulsion suicidaire. Elle parle de ces longues minutes qu'elle a passées à hésiter, le fusil calé sous le menton. Le problème, c'est que quand elle est assise sur le lit, même en redressant au maximum son menton, l'arme, le canon, ne se glissait pas sous le menton. C'était impossible, cela dépassait d'une dizaine de centimètres. Donc elle n'a jamais tenté de se suicider. Ces révélations changent tout. Et chacun comprend soudain le véritable enjeu de ce procès. La question n'est plus de savoir si Violante a tué son mari, mais de découvrir si c'était un acte froidement prémédité. Et ça n'est pas tout, car l'inventaire des pièces à conviction va, une fois pour toutes, changer le regard du tribunal sur ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. On va découvrir dans son sac une plaquette vide de Valium qui va correspondre exactement Bernard Dauchaud, avocat général au procès. À la quantité de Valium analysée dans la tasse de café de Luc Lahaye,
l'équivalent, je crois, de 50 mg, donc 10 comprimés de 5 mg de Valium. Et la plaquette vide correspondante dans le sac de Violante Hochleitner. À notre question pourquoi elle avait des Valium chez elle, elle disait « oui, j'utilise ça si je suis fatiguée ou tout ça ». Luc Carels, commissaire de police judiciaire. Mais on a vérifié ça et on n'a pas retrouvé des prescriptions parce qu'ici en Belgique c'est nécessaire d'avoir une prescription faite par un docteur. Ma mère avait probablement un côté machiavélique puisque elle calmait mon père à l'aide de Valium qu'elle écrasait en poudre. Dans la vinaigrette, du Valium dans la tasse de café, du Valium dans son verre d'alcool. Et l'enquête a déterminé que Violante manipulait son dentiste pour obtenir ses médicaments. Mais l'aspect le plus ironique de cette histoire reste encore à venir. Que les légistes nous ont appris que si elle avait attendu 1 heure ou 1 heure et demie, Sylvie Calwaert, avocat de la défense. il serait mort de l'ingestion du Valium. Quelque part, si elle l'avait su, elle se serait contentée d'attendre plutôt que, évidemment, lui tirer une balle dans la tête. Ce qui aurait été, évidemment, plus simple, quelque part. Face à la cour, Violante est acculée. Tous les arguments de l'accusation font exploser sa version des faits. Consciente de sa position délicate, elle demande à s'entretenir avec ses avocates. Elle demande à nous voir au parloir, on va la rencontrer et elle nous dit « je pense que je dois dire toute la vérité ». Nous, sous nos conseils, on lui dit bien entendu, s'il y a un moment où il faut dire toute la vérité, c'est bien maintenant. Et puis, elle a lu cette déclaration d'aveu complet. Suite à une soirée d'insultes et de disputes, je n'en pouvais plus. J'ai vu la plaquette de Valium dans mon sac, j'ai repensé à la carabine, je me suis dit, c'est la seule issue. Ceci est ma confession, je jure que c'est la vérité. Elle a reconnu l'avoir empoisonné. Anne de Cortis, avocat des parties civiles. Avec le Valium avant de le tuer. Elle signait donc sa préméditation. Ce nouvel aveu laisse tout le monde perplexe. Il est désormais évident que l'accusé change de version au gré des nouveaux éléments révélés par l'instruction. Toutes ces versions, effectivement, donnent l'impression d'une personne qui ment et qui, finalement, ne donne quelques aveux uniquement lorsqu'elle est acculée, uniquement lorsqu'elle ne peut pas faire autrement qu'avouer, et alors elle avoue par tout petits morceaux. C'est un tournant dans cette incroyable affaire. Pour toutes les personnes présentes au procès, Violante apparaît comme un personnage hors du commun. Jean-Pierre de Sterck, qui couvrait le procès pour le journal local, se souvient de sa rencontre avec elle. Je dois dire que moi-même, quand je l'ai rencontrée en prison, il y a la question pointue que j'ai posée, c'est de lui demander « Est-ce que vous vous sentez psychopathe ?» Jean-Pierre de Sterck, chroniqueur judiciaire à l'Avenir. Et elle a répondu « Enfin non, pas du tout, les psychopathes ce sont les assassins. Je n'ai assassiné personne, j'ai ôté la vie de quelqu'un sans le vouloir. » Là, elle m'a fait froid dans le dos. C'est de la psychopathie. Moi, ça me donne à penser que ça reste quelqu'un de dangereux. Pendant la première audition que j'ai faite avec elle, elle était en train de me regarder constamment avec le grand sourire. Et j'avais même l'impression qu'elle était en train d'essayer de manipuler, de faire la femme qui était sous pression de son mari, qui buvait, qui était violente et tout ça. Elle est extrêmement manipulatrice. C'est ce qui ressort de l'ensemble du dossier. Je crois que dès qu'elle a eu la parole, elle a dit au jury, vous vous rendez compte, qu'est-ce qui a pris à ma mère de m'appeler violente ? Ce qui va glacer terriblement les enfants, c'est quand ils vont comprendre en reconstituant la chronologie. Sébastien Courtois, avocat des parties civiles.
qu'en fait, lorsqu'ils ont fait la campagne d'affichage des avis de disparition avec leur maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle se joint à eux, elle va faire un numéro, mais de comédienne, elle mériterait un Oscar, alors qu'elle était une demi-heure avant en train de le découper en morceaux. Le 24 novembre 2011, le jury de la Cour d'assises de Bruxelles condamne Violante à une peine de 24 ans de réclusion pour assassinat. C'est une condamnation sévère qui tient compte de l'attitude de Mme Hochleitner, qui s'est présentée à la cour d'assises en continuant à mentir, qui n'a jamais donné toute la vérité à ses enfants, ni à la justice. Ce caractère fourbe, manipulateur, a fort joué contre elle. Mais pour Aline et sa fille, ce qui reste le plus douloureux, c'est l'absence de Luc. Le plus ironique dans l'histoire, c'est que ma mère a tué la personne qu'il aimait le plus. Aline Lahaye, fille de Viola et Luc Lahaye. Et en fait, la seule personne qu'il aimait. Mon père l'aimait inconditionnellement. Je sais que j'étais avec ma classe au marronnier. Ils s'étaient cachés derrière les arbres pour faire boue à tous les gens de la classe. Et ça, je m'en souviens vraiment parce que c'était de nouveau un moment où j'étais fière d'avoir ce grand-père-là. Tout le monde se disait, mais il est cool, quoi. Et je le trouvais cool aussi. Alexandra, petite fille de Viola et Luc Lahaye. À chaque fois que je remonte maintenant chez moi, je le revois de temps en temps parce qu'il faisait ça souvent, se cacher derrière les arbres avec sa chaise pour faire boue. Il était drôle quand même. Parfois, dans les familles, il y a des signes, il y a des choses qui se passent. Et finalement, il y a peut-être ce scénario qui est en cours quelque part. Et si ça pouvait ne fût-ce qu'aider, oui, les couples traversent des crises, oui, les femmes en vieillissant peuvent avoir des problèmes quant au fait de vieillir. Et ça peut mal se terminer, en fait. Nous sommes des gens normaux, en fait. Juste des gens normaux à qui il est arrivé un truc complètement hallucinant. Et c'est l'histoire de notre vie, il va falloir faire avec jusqu'à la mort. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. La pluie tombait sans répit sur les pavés glissants d'une ville endormie, chaque goutte résonnant comme un avertissement silencieux. Ce soir-là, en 1999, personne ne se doutait que derrière la façade tranquille des immeubles du centre-ville se cachait une série de crimes qui allaient marquer à jamais la mémoire collective. La première victime fut retrouvée dans un appartement déserté, étendu sur le sol, le regard figé dans une expression d'incompréhension absolue. Son nom était Isabelle Fournier, 27 ans, employée dans une librairie poussiéreuse du quartier ancien. Les voisins parlaient d'elle comme d'une personne discrète, souriante, mais les enquêteurs comprirent rapidement que le calme apparent de la ville n'était qu'un voile, une illusion fragile dissimulant une réalité bien plus sombre. L'appartement était un théâtre de détails inquiétants. Les meubles renversés suggéraient une lutte, mais aucun signe de cambriolage n'était visible. Le plus étrange restait le carnet ouvert sur la table basse, dont les pages étaient remplies de phrases cryptiques, des annotations mélancoliques mêlées à des chiffres et des symboles étranges. Les experts criminels évoquèrent immédiatement la possibilité d'un rituel, ou du moins d'une signature propre à un esprit dérangé. Pourtant, il n'y avait ni effraction, ni témoin. Isabelle semblait avoir invité la mort à pénétrer dans sa vie sans résistance, ou quelqu'un avait orchestré ce scénario avec une précision macabre. La presse locale s'empara de l'affaire, peignant des portraits de victimes ordinaires et de vies brisées. Mais la véritable horreur restait invisible à l'œil nu. Derrière chaque immeuble, chaque couloir, chaque fenêtre entr'ouverte, la ville recelait des secrets, des cris étouffés, des histoires jamais racontées. Les enquêteurs, pourtant expérimentés, sentirent dès les premières heures que ce dossier dépasserait tout ce qu'ils avaient connu jusqu'alors. Il y avait quelque chose dans la manière dont le corps d'Isabelle avait été placé, la froideur méthodique de l'assassin qui laissait deviner un esprit calculateur, patient, presque obsessionnel. Le contexte social de l'époque ajoutait une tension supplémentaire. La fin des années 90 en France était marquée par un mélange de modernité et d'insécurité, un sentiment latent que tout pouvait basculer en un instant.
Les habitants du quartier ancien se souvenaient des histoires de disparitions inexpliquées, de personnes retrouvées dans des positions étranges ou d'objets déplacés mystérieusement dans leur voisinage. Ces rumeurs, longtemps ignorées comme de simples légendes urbaines, prirent soudain un relief inquiétant face à la brutalité méthodique du meurtre d'Isabelle. Chaque détail de la scène de crime fut examiné à la loupe. Les traces de pas, les empreintes digitales partielles, le parfum persistant dans l'air, la disposition des meubles. Chaque élément semblait échapper à une logique rationnelle, mais pourtant, l'assassin laissait derrière lui un fil ténu, une signature invisible qui allait, des années plus tard, guider la résolution de l'affaire. Les enquêteurs interrogèrent les proches, amis et collègues, mais les réponses étaient fragmentaires, parfois contradictoires. Isabelle, pourtant sociable, semblait porter en elle un secret que personne n'avait soupçonné. Ses lettres, ses carnets et surtout son obsession pour la musique ancienne révélèrent une personnalité complexe, introspective, qui cherchait des réponses dans des partitions oubliées plutôt que dans la banalité quotidienne de sa vie. Ces indices, d'abord négligés, allèrent devenir la clé pour comprendre la logique interne de l'assassin, lorsque les autres victimes commencèrent à apparaître, toutes reliées par un fil invisible, un intérêt marqué pour la musique, la littérature et les lieux oubliés de la ville. Le deuxième meurtre survint quelques mois plus tard. Le corps d'un jeune compositeur fut découvert dans un théâtre désaffecté, ses mains crispées sur une partition ancienne, jaunie par le temps. La ressemblance avec le premier crime était frappante. La précision du placement, le choix des objets, l'absence totale de traces de lutte, comme si la mort elle-même avait été conviée dans un rituel silencieux. La presse parla d'un tueur en série, mais la peur se mêlait à l'incompréhension. Comment quelqu'un pouvait-il orchestrer de tels crimes avec une telle minutie, sans laisser de preuves tangibles? L'idée que l'assassin pouvait être parmi eux, invisible, regardant, attendant le moment parfait pour frapper de nouveau, instilla un sentiment de paranoïa dans la communauté. Les détectives engagèrent des méthodes inhabituelles. Ils examinèrent les archives musicales, les bibliothèques anciennes, les enregistrements radiophoniques oubliés, cherchant la moindre correspondance entre les victimes. L'un des experts déclara que l'assassin avait une obsession pour les compositions oubliées, les partitions que la plupart des musiciens contemporains ne regardaient jamais. Les victimes, toutes liées à ce monde de notes et de silence, étaient choisies non pas par hasard, mais selon une logique que seul l'esprit du tueur pouvait comprendre. Cette révélation bouleversa l'enquête. Il ne s'agissait pas simplement de meurtre, mais d'un jeu intellectuel, d'une mise en scène presque artistique, où chaque détail était calculé pour transmettre un message invisible à tous, sauf à l'assassin lui-même. À mesure que les mois passaient, le schéma devint plus clair, mais la tension monta. Chaque nouveau corps ajoutait une couche de complexité. Chaque indice semblait à la fois évident et insaisissable. Les enquêteurs commencèrent à parler d'une signature, une lettre, un symbole, un motif qui se répétait subtilement sur les partitions retrouvées avec les victimes. Mais cette signature était masquée, codée, presque invisible, à qui n'avait pas l'œil entraîné à détecter les anomalies dans les manuscrits anciens. Les experts en musique ancienne furent convoqués, et certains commencèrent à suggérer que le tueur n'était pas seulement un criminel, mais un connaisseur profond de la musique classique, capable de transformer la beauté en horreur, de transformer le silence en menace palpable. La peur s'étendait au-delà des victimes directes. Les habitants des quartiers anciens évitaient certaines ruelles, certains bâtiments, comme si l'air lui-même pouvait trahir la présence du tueur. La ville entière devint un théâtre de suspicion et de tension, chaque son, chaque ombre étant interprétée comme un possible présage de violence. La police intensifia ses patrouilles, mais l'assassin restait invisible, glissant entre les mailles du filet avec une intelligence méthodique presque provocatrice. Et puis, un élément inattendu surgit, une lettre, dissimulée dans une partition ancienne, retrouvée lors d'une inspection banale dans un grenier poussiéreux appartenant à l'une des victimes. Ce simple document allait bouleverser l'enquête, transformant des mois de confusion et de peur en un fil conducteur précis, révélant la personnalité de l'assassin et la logique de ses crimes. Les enquêteurs comprirent que le tueur n'avait pas seulement planifié ses meurtres avec minutie, mais qu'il avait également laissé une trace, une clé de compréhension qui ne pouvait être déchiffrée qu'en reliant la musique, la littérature et l'obsession personnelle du meurtrier. Chaque mot de cette lettre révélait non seulement la mécanique des crimes, mais aussi une vision tordue du monde, une philosophie macabre, où la vie et la mort s'entremêlaient dans un ballet inquiétant.
C'était comme si l'assassin avait voulu que, même après sa capture, ses intentions soient comprises, ses motivations analysées, son esprit immortalisé dans le texte qu'il avait laissé. Les experts en criminologie furent fascinés et horrifiés à la fois. Le mélange de génie et de folie était indéniable, et la lettre devint le pivot autour duquel toute la résolution de l'affaire allait s'articuler. L'atmosphère dans les bureaux de police changea du tout au tout. Chaque enquêteur, chaque expert sentait le poids de la vérité approcher, et en même temps la gravité de ce qu'ils allaient découvrir. La série de meurtres, jusqu'ici inexpliqués, prenait enfin une forme intelligible, mais la révélation de l'identité du tueur et de sa méthode allait nécessiter une concentration et un courage exceptionnels. Car derrière chaque ligne de la lettre, chaque symbole dans les partitions, se cachait non seulement le meurtrier, mais une réflexion sur la condition humaine, sur la fragilité de la vie, sur le lien intime entre passion et obsession, entre talent et perversité. Le lendemain de la découverte de la lettre, l'atmosphère au commissariat était électrique. Les enquêteurs, jusque-là submergés par l'incertitude et l'incompréhension, ressentaient pour la première fois une lueur de direction, comme si le brouillard épais qui enveloppait l'affaire commençait à se dissiper. Chaque mot de cette lettre avait été minutieusement transcrit et analysé. Les caractères particuliers, les espaces entre les lignes, les ponctuations inhabituelles devenaient autant de fragments d'un puzzle complexe. Les experts commencèrent à identifier des motifs récurrents, des références musicales à des œuvres anciennes, oubliées, que seule une connaissance approfondie et obsessionnelle pouvait relier. C'était la première fois que l'on percevait non seulement le génie macabre du tueur, mais également son profond attachement à un univers que peu de gens pouvaient comprendre. Quelques jours plus tard, un autre corps fut découvert, cette fois dans une ancienne salle de concert désaffectée. Le jeune homme, compositeur prometteur de 29 ans, gisait sur le sol, ses mains crispées sur une partition manuscrite, jaunie et fragile. La similitude avec le meurtre précédent était troublante. Aucun signe de lutte, pas de vol, juste une mise en scène soigneusement orchestrée. Les enquêteurs commencèrent à parler d'une signature indélébile, d'une logique interne au crime qui dépassait les simples pulsions meurtrières. Chaque victime, sélectionnée pour son lien avec le monde de la musique ancienne, semblait représenter une pièce d'un rituel intellectuel et émotionnel, un message codé que seul l'assassin pouvait comprendre pleinement. L'enquête prit une nouvelle dimension. Les experts consultèrent des musicologues, des historiens et même des bibliothécaires spécialisés dans les partitions rares. Chaque indice, chaque annotation sur les manuscrits, chaque détail du placement des corps était désormais scruté avec une précision quasi chirurgicale. La ville entière semblait se transformer en un labyrinthe où les traces du tueur étaient à la fois visibles et invisibles, comme si la réalité elle-même jouait avec ceux qui cherchaient la vérité. Les rues, les immeubles, les parcs, tout devenait suspect, et la tension se lisait sur le visage de chaque habitant. Même les passants les plus anodins étaient désormais perçus comme des ombres potentiellement liées à cette série macabre. Les enquêteurs interrogèrent à nouveau les proches des victimes, mais la plupart des témoignages restaient flous, parfois contradictoires. Une constante cependant émergeait, l'obsession des victimes pour la musique ancienne, les lieux oubliés, les partitions rares et les livres de bibliothèques poussiéreux. Le tueur semblait se nourrir de ses passions, utilisant l'expertise et la vulnérabilité intellectuelle de ses victimes comme une clé pour exécuter ses crimes. Il ne s'agissait plus de simples meurtres, mais d'un jeu d'esprit, un défi lancé à ceux qui cherchaient à comprendre. Un détail marquant de cette période fut la découverte d'un enregistrement audio trouvé dans l'appartement de la deuxième victime. La bande, vieille et légèrement abîmée, contenait un extrait musical, étrange et dissonant, qui ne correspondait à aucune œuvre connue. Les experts en musique ancienne furent fascinés. Le tueur n'avait pas seulement tué, il avait laissé derrière lui une trace sonore, une empreinte auditive, un message codé destiné à ceux qui auraient les compétences et la patience de le déchiffrer. La fascination et l'horreur se mêlaient dans les esprits des enquêteurs. Chaque note, chaque silence, chaque respiration captée sur la bande révélait une logique et une méthode, mais aussi une malveillance subtile et réfléchie. Les médias commencèrent à spéculer sur la personnalité du tueur. Était-il un mélomane obsédé, un savant fou, ou un criminel utilisant la musique comme signature pour se démarquer? Chaque hypothèse semblait plausible, mais aucune ne rendait justice à la complexité apparente de ses actes.
Les habitants, quant à eux, vivaient dans une peur diffuse. Chaque bruit de piano, chaque partition retrouvée dans un grenier, devenant un rappel inquiétant de la présence invisible du tueur. La ville se transformait en un théâtre de suspicion et de paranoïa, où la frontière entre sécurité et danger devenait de plus en plus floue. Puis, un autre élément bouleversa l'enquête. Une correspondance, trouvée cette fois dans une bibliothèque abandonnée, entre le tueur et une personne non identifiée. La lettre, écrite avec soin, détaillait des considérations philosophiques sur la musique, la vie et la mort, mêlant obsession et érudition. Chaque phrase était méticuleusement formulée, chaque mot porteur d'un double sens. Les enquêteurs commencèrent à comprendre que le tueur ne voyait pas ces crimes comme de simples actes de violence, mais comme des compositions, des œuvres où chaque vie emportée représentait une note dans un ensemble complexe. La tension monta, car la profondeur de cette obsession rendait le tueur imprévisible et extrêmement dangereux. À mesure que les découvertes s'accumulaient, les enquêteurs durent faire face à une vérité dérangeante. Le tueur n'agissait pas au hasard. Chaque meurtre, chaque détail laissé sur les lieux, chaque lettre dissimulée dans une partition formait un système cohérent, un code destiné à être compris par ceux qui oseraient s'approcher de sa logique. Il ne s'agissait pas simplement de résoudre des crimes, mais de pénétrer dans l'esprit d'un être capable de transformer la mort en langage, de transformer la violence en une symphonie macabre. Le processus d'investigation devint obsessionnel. Les nuits s'allongeaient, les cafés étaient envahis par des piles de partitions, de carnets, de lettres et de bandes audio. Chaque indice, même le plus infime, était passé au crible. La moindre erreur, le moindre détail ignoré, pouvait coûter la capture du tueur et prolonger l'angoisse de la ville entière. La pression pesait sur tous les membres de l'équipe, mais l'excitation intellectuelle se mêlait à la peur, créant une dynamique étrange où fascination et horreur coexistaient. Enfin, un matin pluvieux, une percée inattendue survint. En comparant les partitions récupérées sur différents lieux de crime, un expert identifia une signature unique, un motif répétitif que seule une personne ayant un goût extrême pour la musique ancienne pouvait créer. Cette signature, imperceptible pour un œil non averti, reliait toutes les victimes et toutes les scènes de crime. La police comprit alors que le tueur laissait derrière lui un message crypté, un fil conducteur invisible mais identifiable pour ceux capables de lire entre les lignes. La tension culminait. Chaque enquêteur savait que la résolution approchait, mais avec elle, le poids de l'horreur et de l'obsession du tueur devenait palpable. La découverte de ce motif permit d'éclairer les choix méthodiques, les sélections minutieuses des victimes et les mises en scène calculées. Pour la première fois, l'affaire prenait un sens. La ville pouvait enfin envisager une issue, mais il restait à découvrir l'identité du meurtrier, une tâche qui allait exiger une perspicacité, une patience et un courage extraordinaires. L'étau se resserrait autour de l'affaire. La découverte du motif dans les partitions anciennes avait ouvert une fenêtre sur l'esprit du tueur, mais ne révélait pas encore son identité. Les enquêteurs commencèrent à analyser les victimes de manière plus systématique, établissant des profils psychologiques, croisant leurs habitudes, leurs fréquentations, leur passion pour la musique et la littérature. Chaque détail, chaque conversation, chaque note laissée derrière soi devenait potentiellement cruciale. La peur, toujours présente, s'intensifiait. Le tueur, invisible et méthodique, semblait défier les forces de l'ordre, jouant avec eux comme un chef d'orchestre manipulateur. Chaque crime, un mouvement soigneusement orchestré dans une symphonie morbide. Le troisième meurtre survint dans une bibliothèque municipale, un lieu censé incarner la connaissance et le calme. La victime, une jeune bibliothécaire spécialisée dans les archives anciennes, gisait sur le sol, une partition musicale en main, dont les pages portaient un message codé semblable à celui trouvé avec les victimes précédentes. La similitude avec les crimes antérieurs renforça l'idée que l'assassin avait une signature précise et identifiable. Les enquêteurs, désormais conscients de la cohérence presque artistique des meurtres, commencèrent à percevoir une logique interne, froide et calculée, qui dépassait toute compréhension rationnelle du crime classique. L'examen des partitions révéla des indices jusque-là imperceptibles. Des annotations marginales, des symboles musicaux détournés, des chiffres intégrés dans les portées. Ces détails, analysés par des experts en cryptographie musicale, mirent en évidence un message caché, un fil conducteur reliant les victimes et dévoilant partiellement la psychologie du meurtrier. L'obsession du tueur pour la perfection et la symétrie, son goût pour l'ordre et la méthode, apparaissait dans chaque geste, chaque détail laissé sur les scènes de crime.
Il ne s'agissait pas seulement de tuer, mais de créer un récit, un puzzle intellectuel destiné à être résolu par ceux capables de lire entre les lignes. Les enquêteurs se plongèrent dans les cercles musicaux de la ville, interrogèrent des professeurs, des étudiants, des musiciens professionnels et amateurs. Chacun apportait des informations partielles, des impressions fugaces, des observations sur les comportements étranges de certaines personnes obsédées par la musique ancienne. Des motifs se dessinaient, des liens se faisaient entre les victimes et certains lieux précis. Des salles de concert oubliées, des archives poussiéreuses, des ateliers de luthiers. La ville entière semblait participer, malgré elle, à ce ballet inquiétant orchestré par un tueur invisible et savant. Les nuits passées à analyser chaque note, chaque symbole, chaque mot des lettres retrouvées commencèrent à peser sur l'équipe d'enquête. L'obsession et la peur se mêlaient. Comprendre l'esprit du tueur signifiait entrer dans un monde où la beauté et l'horreur coexistaient. Certains enquêteurs furent frappés par la sophistication intellectuelle de l'assassin, par sa capacité à transformer la musique, l'art et la littérature en instruments de terreur. Chaque nouvelle découverte renforçait l'idée que le tueur n'était pas seulement un criminel, mais un artiste de la mort, capable de manipuler la perception et les émotions de ceux qui cherchaient à le comprendre. Un autre élément fit irruption dans l'enquête, une note manuscrite, dissimulée dans un vieux violon retrouvé dans le grenier d'une des victimes, mentionnait des dates et des lieux précis, semblant annoncer les crimes à venir. Cette prévoyance glaça les enquêteurs. Le tueur non seulement planifiait ses meurtres avec une minutie diabolique, mais semblait également vouloir que son intelligence et sa méthode soient reconnues, tout en demeurant insaisissables. La tension monta d'un cran. La ville entière, consciente de la menace, commença à se méfier des étrangers, des voisins, des passants. La peur, subtile mais constante, transforma le quotidien en un réseau de suspicions et d'angoisses diffuses. La police fit appel à des spécialistes en criminologie comportementale. L'analyse des lettres et des partitions révéla un mélange complexe de traits obsessionnels, narcissiques et méthodiques. Le tueur avait une compréhension profonde de la psychologie humaine et savait exploiter les failles de ses victimes. Chaque meurtre, chaque message laissé témoignait non seulement de son génie morbide, mais aussi de sa capacité à manipuler la perception et les émotions de ceux qui étaient chargés de l'arrêter. Il y avait dans cette logique une beauté glaçante, une symétrie qui fascinait autant qu'elle terrifiait. Puis vint la 4e victime, découverte dans un ancien théâtre abandonné. Le corps, disposé selon un schéma précis, tenait une partition où chaque note et chaque silence semblaient raconter une histoire. Les enquêteurs commencèrent à percevoir une narration macabre. Chaque meurtre ajoutait un chapitre, chaque message codait une phrase, chaque symbole un mot. La ville, silencieuse et humide sous la pluie, se transformait en un vaste labyrinthe, où chaque détail pouvait révéler la clé de l'identité du tueur. La tension, palpable, se mêlait à une fascination intellectuelle qui enivrait certains membres de l'équipe. Un point de bascule survint lorsque l'un des enquêteurs, spécialiste en cryptographie musicale, identifia un motif récurrent dans toutes les partitions retrouvées. Ce motif, subtil mais constant, permettait de relier les victimes et de prédire, avec une certaine probabilité, les lieux ou les profils des prochaines cibles. La stratégie de l'enquête changea radicalement. Au lieu de simplement réagir au crime, les policiers commencèrent à anticiper les mouvements du tueur, à déchiffrer ses intentions, à pénétrer dans son esprit. C'était un jeu dangereux, où chaque erreur pouvait coûter des vies supplémentaires, mais également la compréhension de cette symphonie macabre. À ce stade, la peur dans la ville atteignait son paroxysme. Les habitants évitaient certains quartiers, certaines rues devenaient désertes à la tombée de la nuit. Les médias accentuaient la tension, parlant d'un génie criminel insaisissable, d'un meurtrier dont les motivations dépassaient la compréhension humaine. L'angoisse se transformait en obsession collective. Chaque objet, chaque lieu, chaque personnage pouvait être lié à cette série de meurtres. La ville entière devenait un terrain de jeu pour un esprit brillant mais tordu. Et chaque enquêteur ressentait sur sa peau la présence invisible du tueur. La combinaison de l'analyse des partitions, de l'étude des comportements et de la recoupe des indices permit aux enquêteurs de tracer une première ébauche du profil. Un individu cultivé, méthodique, avec une connaissance approfondie de la musique ancienne, capable de planifier ses crimes avec un sens de l'esthétique morbide et disposant d'une capacité exceptionnelle à manipuler son environnement et les perceptions. Chaque découverte confirmait la singularité du tueur et la complexité de l'enquête, transformant ce dossier en un défi intellectuel autant qu'émotionnel.
Alors que la pression augmentait, un élément inattendu émergea. La première lettre retrouvée, celle dissimulée dans la partition ancienne de la première victime, contenait un indice jusque-là négligé, une signature subtile, presque imperceptible, qui pourrait conduire à l'identification de l'assassin. La combinaison de cette lettre et des motifs récurrents dans les partitions réorienta l'enquête, donnant un nouvel espoir aux policiers épuisés. Mais le temps jouait contre eux. Chaque jour qui passait, chaque nuit où le tueur restait libre, était une menace pour de nouvelles vies. La ville, sous la pluie incessante, respirait un mélange de peur et de fascination. Les enquêteurs, plongés dans l'analyse des indices, sentaient le poids de la responsabilité, mais également la possibilité de résoudre un puzzle unique dans l'histoire criminelle. Chaque découverte rapprochait un peu plus de la vérité, mais chaque avancée révélait également l'étendue de l'obsession et de la perversité du meurtrier. L'histoire devenait un récit vivant, une tension continue, où chaque détail, chaque note, chaque mot pouvait être la clé pour arrêter un génie du crime qui transformait la mort en langage. Le 5e meurtre survint dans l'obscurité d'un ancien atelier de luthier, un lieu empli de bois brut et d'odeurs de vernis, où le silence semblait étouffer chaque respiration. La victime, un musicien amateur de 32 ans, gisait sur le sol, les doigts posés sur une partition usée, couverte de notes marginales semblables à celles des victimes précédentes. Les enquêteurs reconnurent immédiatement la signature, la répétition subtile d'un motif précis, un code que seul le tueur pouvait comprendre pleinement. Cette constance, cette rigueur méthodique révélait une intelligence rare, mais également une obsession inquiétante pour la perfection et le contrôle. Chaque meurtre devenait une page d'un livre macabre, un chapitre d'une histoire que le tueur écrivait à l'encre de la peur et de la manipulation. Les indices laissés sur place, minimes mais précis, furent analysés dans les moindres détails. Des traces de pas partiellement effacées, des micro-fissures dans le bois du plancher, des résidus de poussière provenant d'instruments anciens, tout pouvait servir à profiler le criminel. Les enquêteurs, épuisés mais déterminés, commencèrent à comprendre que le tueur possédait une connaissance intime de ces lieux oubliés, qu'il connaissait chaque recoin, chaque objet, chaque passage secret. Il transformait ces espaces en scènes de crime soigneusement orchestrées, où chaque détail était pensé pour transmettre un message subtil et codé. La lettre retrouvée dans la première partition devenait désormais le fil conducteur de l'enquête. Chaque mot, chaque ponctuation, chaque espace avait été revisité et analysé. Les enquêteurs découvrirent que certaines lettres du texte formaient des mots cachés, des références à des lieux précis de la ville, des indications sur les futures victimes, voire sur le profil psychologique du tueur. Le travail devint obsessionnel. Nuit blanche, partitions étalées sur des tables, murs couverts de croquis et de diagrammes recoupant tous les indices possibles. La tension était palpable, mais la peur cohabitait avec une fascination intellectuelle, une volonté de pénétrer l'esprit d'un génie morbide capable de transformer la mort en langage. Un autre aspect glaçant se révéla, la manière dont le tueur choisissait ses victimes. Il ne s'agissait pas d'un hasard, mais d'une sélection méthodique, fondée sur les passions, les habitudes et les obsessions des individus. Chaque cible avait un lien avec la musique ancienne, la littérature, ou des lieux oubliés, des endroits où le temps semblait suspendu. Le tueur exploitait ses passions, transformant la curiosité et l'érudition en pièges mortels. Cette prise de conscience fit naître un sentiment de paranoïa collective. La ville entière pouvait devenir un terrain de chasse, et chaque amateur d'art ou de musique ancienne une proie potentielle. Puis, une découverte inattendue surgit. Dans une vieille bibliothèque, un carnet dissimulé entre 2 volumes poussiéreux révéla des annotations personnelles de l'une des victimes. Ce carnet décrivait des rencontres inhabituelles, des visites nocturnes dans des lieux déserts, des échanges mystérieux autour de partitions anciennes. Les enquêteurs comprirent alors que le tueur avait tissé un réseau subtil, manipulant les victimes bien avant leur meurtre, les entraînant dans un labyrinthe intellectuel et émotionnel dont elles ne pouvaient s'échapper. Le calcul froid et précis derrière chaque geste, chaque rencontre, dévoilait un esprit capable d'anticiper les réactions humaines et d'utiliser la psychologie à des fins meurtrières. La tension monta d'un cran lorsque la presse révéla la série de meurtres, évoquant un génie criminel insaisissable et méthodique. La ville entière, sous une pluie incessante, se mit à scruter chaque visage, chaque ombre, chaque comportement suspect. La peur transforma le quotidien en un réseau de vigilance et de suspicion. Chaque son de piano,
chaque froissement de papier, chaque silence devenait un rappel de la présence invisible du tueur. Les habitants évitaient certains quartiers, certaines rues, et la ville elle-même semblait retenir son souffle, consciente que le meurtrier pouvait frapper à tout instant. Les enquêteurs, de leur côté, commencèrent à combiner les données des partitions, des lettres et des carnets, cherchant des correspondances et des motifs récurrents. L'un des spécialistes en cryptographie musicale identifia un schéma précis, une séquence répétitive, presque obsessionnelle, qui reliait toutes les victimes et tous les lieux. Ce schéma devint la clé pour anticiper les prochaines actions du tueur, mais il exigeait une analyse minutieuse et une patience extrême. La moindre erreur, le moindre détail négligé, pouvait compromettre l'ensemble de l'enquête et prolonger la terreur dans la ville. Un autre élément renforça l'angoisse. Une bande sonore retrouvée dans l'atelier du luthier contenait des notes inhabituelles, dissonantes, qui semblaient anticiper les futurs crimes. L'équipe d'enquête comprit que le tueur avait un sens aigu de la mise en scène, utilisant la musique non seulement comme signature, mais aussi comme outil pour manipuler l'attention, créer de la confusion et établir un contrôle psychologique sur ceux qui cherchaient à le comprendre. Chaque son, chaque silence, chaque variation tonale semblait codée, destinée à transmettre un message invisible mais significatif à ceux capables de le percevoir. La compréhension du tueur comme un artiste de la mort transformait l'enquête en un défi intellectuel autant qu'émotionnel. Les policiers et experts se retrouvaient plongés dans un univers où la beauté et l'horreur coexistaient, où chaque détail était à la fois fascinant et terrifiant. La ville entière devenait un terrain d'expérimentation pour un esprit brillant mais tordu, et chaque découverte rapprochait un peu plus de la vérité, tout en augmentant la tension et la peur. Alors que le 5e meurtre venait d'être résolu dans les détails, un indice inattendu surgit dans un grenier oublié. Une partition ancienne contenant des annotations codées supplémentaires, renforçant le lien entre toutes les victimes et fournissant des indications précises sur l'identité et la méthodologie du tueur. Les enquêteurs sentaient qu'ils approchaient d'un tournant décisif. La vérité se rapprochait, mais avec elle, la profondeur de l'obsession du tueur et la complexité de ses intentions devenaient de plus en plus claires, révélant un esprit capable de transformer chaque crime en un acte de génie et de terreur, où la beauté et la mort s'entrelaquaient dans une symphonie macabre. Le 6e meurtre secoua la ville comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé de pluie et de tension. La victime, un musicien réputé pour ses recherches sur des instruments oubliés, fut retrouvé dans une ancienne salle d'exposition abandonnée, son corps posé avec une précision presque cérémoniale sur le parquet usé. À ses côtés, une partition annotée dont chaque symbole et chaque note semblaient parler d'un savoir secret livrait un message codé que seuls les experts pouvaient commencer à déchiffrer. L'équipe d'enquête, épuisée mais résolue, ressentit à nouveau ce mélange étrange de fascination et d'horreur. Le tueur ne laissait pas seulement la mort derrière lui, il tissait une œuvre, une symphonie de peur et d'intelligence. L'analyse des notes révéla une complexité jusqu'alors inégalée. Certaines symboliques faisaient référence à des compositions anciennes, oubliées depuis des siècles, tandis que d'autres semblaient inventées, uniques, un langage musical personnel du meurtrier. Chaque indice, chaque nuance, chaque silence portait une signification. Les enquêteurs réalisèrent que l'assassin ne cherchait pas seulement à tuer, mais à laisser derrière lui une trace de son esprit, un message destiné à être interprété par ceux qui osaient pénétrer dans son univers. La ville entière était devenue un théâtre silencieux, chaque bâtiment, chaque rue un décor potentiel de la symphonie macabre. La tension au commissariat atteignait son paroxysme. Les experts en cryptographie musicale, les psychologues et les historiens de la musique se réunissaient nuit après nuit, comparant chaque détail, recoupant les informations des lettres, des partitions et des carnets. L'objectif ? Comprendre la logique interne de ces crimes et anticiper la prochaine cible. L'angoisse se mêlait à l'excitation intellectuelle. Pénétrer l'esprit du tueur exigeait un courage et une perspicacité extraordinaires. Chaque découverte révélait une facette nouvelle de son obsession, de sa précision méthodique, mais également de son sadisme élégant et réfléchi. Puis, un élément inattendu apparut. Dans une partition ancienne retrouvée dans la bibliothèque municipale, un motif jusque-là ignoré commençait à se dessiner, reliant toutes les victimes et tous les lieux de crime. Ce motif, subtil, presque imperceptible, suggérait un plan élaboré, une séquence d'événements prémédités avec une minutie presque obsessionnelle.
les enquêteurs comprirent que le tueur anticipait leurs réactions, qu'il jouait avec leur esprit autant qu'avec la vie de ses victimes. La peur et l'admiration intellectuelle se mêlaient, formant un mélange étrange mais nécessaire pour comprendre et enfin attraper le criminel. Un autre détail glaçant émergea. Une correspondance entre la 6e victime et une personne non identifiée, retrouvée dans un carnet intime, révélait des rencontres inhabituelles, des visites nocturnes dans des lieux isolés et des échanges mystérieux autour de partitions rares. Le tueur ne se contentait pas de sélectionner ses victimes. Il les manipulait, les préparait, les entraînait dans un labyrinthe dont elles ne pouvaient s'échapper. Chaque geste, chaque rencontre, chaque note semblait calculée pour exercer un contrôle total sur sa proie, et par extension sur ceux qui cherchaient à l'arrêter. La presse s'empara de l'affaire avec un mélange d'effroi et de fascination. Les journaux parlaient d'un génie du crime, d'un meurtrier qui transformait la mort en langage, la violence en composition. Les habitants, terrifiés, évitaient certains quartiers, scrutant chaque visage et chaque ombre, conscients que l'assassin pouvait frapper à tout moment. L'ambiance dans la ville devint irrespirable, saturée de peur et de suspicion. Même les lieux les plus familiers semblaient dissimuler des dangers insoupçonnés. L'équipe d'enquête, désormais habituée à la complexité du tueur, intensifia son travail. Les nuits se succédaient dans une quête presque obsessionnelle. Les partitions étalées sur des tables, les carnets ouverts, les enregistrements écoutés et réécoutés, chaque détail minutieusement recoupé. Les enquêteurs savaient que chaque découverte rapprochait de la vérité, mais également révélait la profondeur inquiétante de l'obsession et de la perversité du meurtrier. Chaque pas dans l'enquête était à la fois un progrès et un rappel de la dangerosité de l'individu qu'il poursuivait. Alors qu'il semblait enfin toucher du doigt le profil psychologique exact du tueur, un rebondissement survint. Une lettre dissimulée dans une partition ancienne, jusque-là négligée, contenait une série de références historiques et philosophiques, des citations presque imperceptibles qui semblaient en prédire les prochains crimes et révéler les motivations profondes de l'assassin. Les enquêteurs comprirent que ce dernier percevait ses actes comme une mission, un message destiné à défier et à éduquer, un exercice intellectuel et émotionnel destiné à ceux qui pouvaient comprendre la complexité de sa logique. La ville, plongée dans la peur et le suspense, attendait la prochaine révélation. Les enquêteurs, conscients de la gravité de chaque décision, poursuivaient leur analyse, traquant des motifs, des répétitions, des indices cachés. Chaque partition, chaque lettre, chaque note devint un élément crucial dans la course contre le temps. Le tueur, invisible, continuait à jouer avec eux, orchestrant chaque crime avec un sens de la symétrie et de l'esthétique glaçante, transformant la peur en langage et la violence en message codé. Enfin, un élément déclencheur permit d'avancer. En combinant les motifs des partitions, les annotations des lettres et les observations sur les lieux de crime, l'équipe put établir une carte mentale des mouvements du tueur. Cette carte révéla un schéma précis, un plan méthodique et répétitif qui permit de prédire avec un degré élevé de probabilité où et comment le meurtrier pourrait frapper ensuite. La tension monta d'un cran. L'anticipation du prochain crime rapprochait les enquêteurs de l'ultime confrontation, mais révélait également toute l'étendue de l'ingéniosité et de l'obsession du criminel. Chaque avancée rapprochait la vérité, mais chaque découverte rappelait également la profondeur de la manipulation, de l'obsession et du contrôle exercé par le tueur sur ses victimes et sur ceux qui tentèrent de l'arrêter. La symphonie macabre, dont chaque meurtre constituait une note, se révélait progressivement, un mélange complexe de beauté intellectuelle et de terreur absolue. La ville entière semblait suspendue, consciente que l'issue de cette enquête pourrait bouleverser à jamais la perception de la musique, de l'art et de la mort. Le 6e meurtre avait bouleversé la ville, mais ce fut la découverte qui suivit qui changea radicalement la perception de l'affaire. Dans un grenier oublié, derrière une cloison fragile, les enquêteurs tombèrent sur une partition ancienne, pliée et dissimulée, accompagnée d'une lettre que personne n'avait encore lue. La feuille de papier, jaunie par le temps, portait des annotations minuscules, presque imperceptibles, des chiffres et des mots reliés à l'histoire de chaque victime. L'analyse minutieuse révéla que le tueur avait préparé chaque crime comme on compose une symphonie, avec une précision diabolique et un souci du détail qui confondait même les meilleurs experts. Chaque mot de la lettre semblait orchestré pour provoquer un frisson de reconnaissance chez ceux qui comprenaient les subtilités de la musique ancienne. Les enquêteurs, en combinant les indices de cette partition
avec les motifs déjà découverts dans les lettres précédentes, commencèrent à percevoir un schéma répétitif, une logique qui dépassait la simple cruauté. Le tueur n'agissait pas par hasard. Il suivait une méthodologie rigoureuse, presque scientifique, où chaque victime, chaque lieu et chaque symbole servait un but précis. L'obsession du criminel pour la symétrie et la perfection était évidente. Chaque meurtre, chaque message caché dans les partitions, chaque annotation marginale témoignait d'une intelligence redoutable et d'une maîtrise psychologique impressionnante. L'équipe d'enquête comprit que ce n'était plus seulement une chasse au meurtrier, mais un véritable défi intellectuel, où comprendre le tueur équivalait à pénétrer dans son esprit, à anticiper ses gestes, à déchiffrer son langage morbide. Le 7e corps fut retrouvé dans une salle de répétition abandonnée, un lieu rempli d'instruments anciens recouverts de poussière et de toiles d'araignée. La victime, un musicologue passionné par les œuvres oubliées du XVIIIe siècle, gisait sur le sol, les mains crispées sur une partition annotée. La similitude avec les crimes précédents confirma que l'assassin respectait un schéma précis, mais cette fois, une nouveauté glaçante apparut. La partition contenait des indications sur les victimes à venir, presque une annonce, une signature révélant l'obsession du tueur pour le contrôle et la prédiction. Les enquêteurs commencèrent à retracer les liens entre les victimes et leurs réseaux sociaux, les lieux qu'elles fréquentaient et les cercles intellectuels auxquels elles appartenaient. Il devenait évident que le tueur sélectionnait ses victimes en fonction de leur passion pour la musique ancienne et leur vulnérabilité intellectuelle. Chaque interaction, chaque rencontre était calculée, un piège subtil dans lequel les victimes se trouvaient entraînées malgré elles. La précision de la planification laissait transparaître une froideur et une maîtrise absolue. Un autre élément inquiétant surgit. Une bande sonore retrouvée dans l'appartement d'une victime contenait des sons dissonants, fragmentés, presque inaudibles, mais codés. Les experts en cryptographie musicale commencèrent à interpréter ces sons comme des indices supplémentaires, des coordonnées et des références aux futures victimes. Le tueur ne laissait rien au hasard. Chaque détail servait un objectif, chaque silence un message. L'équipe d'enquête comprit que pour le capturer, il fallait non seulement analyser les crimes passés, mais anticiper ceux à venir en décodant ce langage complexe et sinistre. Les nuits passées à étudier les partitions et les lettres devinrent un rituel obsessionnel. Chaque note, chaque symbole, chaque mot était examiné sous tous les angles possibles. L'épuisement se mêlait à l'adrénaline, à l'angoisse et à la fascination. Les enquêteurs comprenaient peu à peu que ce qu'ils avaient face à eux n'était pas un simple criminel, mais un artiste du meurtre, capable de transformer la mort en langage et la violence en composition. La ville entière semblait retenir son souffle, consciente que le tueur pouvait frapper à tout moment, et que la symphonie macabre n'était pas terminée. Puis survint un rebondissement. Une ancienne note manuscrite, oubliée dans un carnet retrouvé dans un grenier, contenait des détails sur la première victime et sur la méthodologie du tueur. Les enquêteurs réalisèrent que le criminel avait commencé à planifier ses meurtres bien avant le premier crime, tissant un réseau complexe d'indices, de codes et de références musicales destinés à défier ceux qui chercheraient à le comprendre. Chaque geste, chaque détail, chaque note était pensé pour créer une logique interne, pour transformer la terreur en une expérience intellectuelle et émotionnelle. La ville entière vivait désormais sous un sentiment de menace constante. Les habitants évitaient certains quartiers, se méfiaient des inconnus et des lieux isolés. La peur collective était palpable, mais elle se mêlait à une fascination morbide. Tout le monde voulait comprendre, voir le puzzle se former, mais chacun craignait la suite. La symphonie du tueur devenait un spectacle invisible, mais terriblement réel, où chaque note représentait une vie perdue et chaque silence un avertissement. Alors que l'enquête atteignait un tournant crucial, un détail inattendu permit de resserrer le filet autour du tueur. La combinaison des motifs retrouvés dans les partitions et des annotations dans les lettres révéla une carte mentale, un schéma permettant de prédire non seulement le profil du criminel, mais aussi ses prochains mouvements. Les enquêteurs savaient que le moment de la confrontation approchait, mais également que le danger et l'intensité des événements allaient culminer. Chaque indice rapprochait de la vérité, mais dévoilait également l'étendue de l'obsession et du génie tordu du meurtrier. La tension culminait dans le commissariat. Les analyses étaient combinées, les cartes mentales dessinées, les motifs répertoriés. L'équipe savait qu'elle était sur le point de pénétrer dans l'esprit du tueur, de comprendre la logique de ses meurtres et, enfin, d'arrêter cet individu capable de transformer la mort en langage, la peur en composition. La symphonie macabre
atteignait son crescendo, et chaque enquêteur sentait la convergence imminente vers la révélation ultime, un mélange de satisfaction, d'angoisse et de fascination. Alors que la ville était encore sous le choc du 6e meurtre, un indice inattendu fit basculer l'enquête. Une lettre cachée dans une partition ancienne, celle-là même qui avait échappé à toutes les analyses précédentes, révéla une connexion directe entre les victimes et une figure mystérieuse, presque invisible, présente dans les cercles musicaux depuis des années. Les enquêteurs comprirent que le tueur n'agissait pas de manière aléatoire, mais suivait un fil précis, un motif que seule une étude minutieuse de ses références et de ses obsessions pouvait dévoiler. La tension dans le commissariat était palpable. Chaque regard, chaque silence, chaque mouvement semblait résonner avec la menace invisible qui pesait sur la ville. Les analyses permirent de tracer un profil psychologique plus complet du meurtrier. Un individu érudit, méthodique, obsédé par la perfection et le contrôle, mais également capable de manipuler les émotions et les perceptions de ceux qui l'entouraient. Chaque crime, chaque message, chaque détail laissé derrière lui démontrait une intelligence redoutable et une froideur calculée. Les enquêteurs, fascinés autant qu'effrayés, savaient que pénétrer l'esprit de ce génie morbide était la seule façon de prévoir ses prochaines actions et de protéger d'éventuelles victimes. La découverte la plus frappante fut la localisation probable du tueur. Grâce à l'étude des motifs récurrents dans les partitions et les lettres, combinée à l'observation des habitudes des victimes, les enquêteurs identifièrent un quartier ancien, presque oublié, où se concentraient les indices. Ce lieu, une ancienne demeure de maître, regorgeait de souvenirs d'un temps révolu et semblait être le théâtre secret de ses préparations et de ses machinations. L'anticipation d'une confrontation imminente augmenta la pression sur l'équipe, consciente que chaque mouvement pouvait déclencher une réaction violente ou révéler des informations cruciales. Le 7e meurtre, découvert peu après cette révélation, confirma l'intelligence et la méthodologie du tueur. La victime, un collectionneur de partitions rares, avait été mise en scène avec une précision glaçante. Le corps, le placement des objets et même l'orientation de la lumière dans la pièce semblaient soigneusement choisis pour transmettre un message. Les enquêteurs réalisèrent que le criminel jouait avec eux depuis le début, utilisant la peur, le mystère et la beauté comme autant d'instruments pour créer une œuvre sinistre. La symphonie du meurtre était complète dans son architecture, mais chaque nouvelle pièce ajoutait une complexité supplémentaire, un défi intellectuel presque insurmontable. La ville entière était désormais sous tension. Les habitants évitaient les lieux isolés, les ruelles désertes, et scrutaient chaque visage avec méfiance. La presse amplifiait la peur, parlant d'un génie du crime, d'un artiste de la mort dont les méthodes et la créativité dépassaient l'entendement. Chaque événement, chaque découverte, chaque indice devenait un sujet de spéculation, mais aussi un rappel que le tueur pouvait frapper à tout moment. La peur collective se mêlait à la fascination, créant une atmosphère presque palpable de tension et d'angoisse. À ce stade, les enquêteurs commencèrent à anticiper les mouvements du criminel avec plus de précision. L'étude combinée des lettres, des partitions et des carnets permit d'identifier un schéma répétitif, presque obsessionnel, reliant toutes les victimes. Cette avancée signifiait que le moment de l'arrestation se rapprochait, mais elle mettait également en évidence la complexité et la sophistication des plans du tueur. Chaque détail, chaque geste, chaque motif révélé renforçait l'impression que le criminel ne cherchait pas seulement à tuer, mais à laisser un héritage intellectuel et émotionnel, une trace de son génie morbide. Puis vint l'instant décisif. Une opération coordonnée permit d'accéder à la demeure identifiée grâce aux indices accumulés. Les enquêteurs pénétrèrent dans l'espace silencieux et poussiéreux, ressentant le poids de l'histoire et de la menace. Chaque pièce, chaque meuble, chaque objet semblait imprégné de l'obsession du tueur. Des partitions, des carnets, des notes codées étaient disposés avec un soin obsessionnel, formant un véritable labyrinthe intellectuel. Les policiers comprirent qu'ils étaient sur le point de rencontrer l'architecte de cette symphonie macabre, l'individu qui avait orchestré chaque crime avec une intelligence glaciale et une maîtrise psychologique exceptionnelle. La confrontation, lorsqu'elle eut lieu, fut silencieuse mais intense. Le tueur, surpris mais calculateur, ne montra aucune peur. Il observait, analysait, presque comme un chef d'orchestre devant ses musiciens, chaque mouvement de ses visiteurs susceptible de révéler un indice sur leurs intentions. Les enquêteurs, armés de preuves accumulées pendant des mois, comprirent immédiatement que l'arrestation devait être menée avec précision et sang-froid. Chaque erreur pouvait être fatale,
mais chaque action correcte rapprochait de la fin de la série de meurtres et de la révélation de la vérité. La découverte finale confirma toute la complexité de son esprit. Les lettres et les partitions contenaient, lorsque combinées correctement, l'identité et le motif du meurtrier. L'obsession pour la symétrie, la perfection et le contrôle, combinés à un goût pour la manipulation psychologique, révélaient un individu capable de transformer la mort en langage et la peur en symphonie. Chaque crime, chaque indice, chaque scène de meurtre était calculé pour transmettre un message, pour défier ceux qui cherchaient à comprendre, pour laisser une trace durable de sa maîtrise et de sa folie. Alors que le tueur était enfin appréhendé, une tension émotionnelle intense s'abattit sur les enquêteurs et la ville. Le mélange de soulagement et de choc, de fascination et d'horreur laissa un souvenir indélébile. La symphonie macabre était terminée, mais son écho persistait, dans les partitions, dans les lettres, dans l'esprit de ceux qui avaient été témoins de cette intelligence criminelle exceptionnelle et glaçante. La justice avait triomphé, mais le souvenir de ces crimes et de la maîtrise de l'assassin continuerait de hanter les mémoires, rappelant que le génie peut être aussi terrifiant que la violence elle-même. La confrontation finale laissa tout le monde figé. L'homme derrière la série de meurtres, le génie macabre qui avait orchestré chaque scène avec une précision effrayante, était enfin à portée de main. Ses yeux, calmes et perçants, semblaient observer non seulement le présent, mais également l'ensemble de ses crimes passés et futurs. Le silence dans la pièce était presque palpable, comme si le temps lui-même retenait son souffle, attendant le premier geste, la première parole. Chaque mouvement semblait chargé de tension, chaque respiration semblait résonner avec la gravité de ce moment ultime. Les enquêteurs, armés de mois d'analyse, de partitions décodées et de lettres disséquées, approchèrent avec précaution. Chaque indice accumulé depuis les premiers meurtres avait été soigneusement catalogué, chaque schéma étudié et chaque motif compris. La symphonie macabre du tueur, que certains avaient cru indéchiffrable, se révélait désormais dans toute sa complexité. L'obsession pour la perfection, la rigueur intellectuelle et la mise en scène minutieuse des scènes de crime, tout cela culminait dans cette confrontation finale, où la maîtrise du tueur semblait presque défier la justice elle-même. Puis vint la révélation décisive. Parmi les dernières partitions retrouvées, une séquence codée dévoilait clairement le motif final et l'identité exacte du meurtrier. Tout s'imbriquait avec une logique froide et implacable. Chaque victime, chaque lieu, chaque annotation marginale prenait enfin un sens cohérent. Les enquêteurs comprirent que le tueur n'avait pas seulement cherché à tuer, mais à transmettre un message, une énigme élaborée pour défier ceux qui auraient tenté de le comprendre. Cette symphonie de mort, calculée jusque dans ses moindres détails, révélait un esprit où génie et folie se mêlaient dans une harmonie terrifiante. L'arrestation se déroula avec une précision chirurgicale. Chaque pas des policiers était mesuré, chaque geste anticipé, car le criminel possédait une capacité aiguë à exploiter la moindre erreur. Mais ce soir-là, l'expérience accumulée, la compréhension de ses schémas et la préparation méthodique permirent enfin de le neutraliser. Dans le regard des enquêteurs se mêlaient le soulagement, l'épuisement et la fascination. La ville, encore sous le choc, comprenait qu'une menace d'une intelligence et d'une créativité terrifiante avait été maîtrisée, mais que le souvenir de cette terreur persisterait longtemps. Les lettres, partitions et carnets furent soigneusement archivés, analysés et interprétés, révélant au grand jour l'étendue du génie criminel du tueur. Les experts purent comprendre comment chaque scène de meurtre, chaque indice laissé intentionnellement, chaque manipulation psychologique faisait partie d'un plan global. L'homme avait transformé la violence et la peur en langage, la mort en une symphonie de contrôle et de manipulation. Le contraste entre sa rigueur intellectuelle et la brutalité de ses crimes fascinait autant qu'il horrifiait. La ville, elle, commença lentement à respirer à nouveau. Les habitants, malgré le traumatisme, retrouvèrent un semblant de normalité. Mais dans les rues, dans les salles de concert, dans les bibliothèques poussiéreuses, l'ombre des crimes passés restait palpable. La mémoire des victimes et celle du tueur continuaient de hanter les lieux qu'il avait parcourus. La justice avait été rendue, mais l'écho de la symphonie macabre persistait, un rappel cruel que le génie et la folie peuvent se confondre, et que l'intelligence la plus brillante peut parfois servir des desseins horribles. Au commissariat, l'équipe d'enquête s'assit enfin, épuisée mais consciente d'avoir accompli l'impossible.
Le mélange de satisfaction et d'épuisement était total. Satisfaction d'avoir résolu une série de crimes d'une complexité inouïe, épuisement émotionnel et mental face à l'intensité de cette enquête. Les souvenirs des victimes, de leur passion, de leur vie brisée, pesaient lourdement sur chacun d'eux. Chaque détail, chaque note, chaque lettre avait été décryptée, révélant non seulement l'identité du tueur, mais aussi la profondeur de son obsession et de son intelligence. La dernière image resta gravée dans l'esprit de tous, la partition finale, celle qui avait révélé la clé de toute l'affaire, posée sur une table, immaculée malgré le passage du temps et des crimes, comme un témoignage silencieux de la symétrie glaciale qui avait guidé chaque meurtre. La symphonie macabre était terminée, la vérité révélée, et pourtant, le souvenir de ces événements continuerait de hanter la mémoire collective. La justice avait triomphé, mais l'ombre du génie tordu et de sa maîtrise exceptionnelle resterait pour toujours dans les mémoires, un rappel que l'intelligence, lorsqu'elle se détourne de l'éthique, peut devenir un instrument de terreur absolue. Et dans le silence après la tempête, la ville comprit que la frontière entre le génie et la folie est parfois aussi mince qu'une ligne tracée sur une partition ancienne, et que la beauté et la mort peuvent se mêler dans un même souffle, laissant derrière elles un écho durable de fascination et d'effroi.